Le visage de l'employé de la mutuelle est devenu blanc alors qu'elle fixait son écran d'ordinateur. « Monsieur Miller » a-t-elle chuchoté. « D'après ceci, vous êtes mort en 1990. » J'ai cru l'avoir mal entendu. Je m'appelle Ethan James Miller, et j'étais bien vivant, assis dans ce bureau gouvernemental exigu, mes mains calleuses serrant des documents d'assurance expirés. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de ma tête, projetant des ombres dures sur les murs écaillés autour de moi. D'autres personnes attendaient leur tour, inconscientes que mon monde allait voler en éclats. « C'est impossible », ai-je dit, me penchant en avant sur la chaise en plastique qui craquait sous mon poids. J'utilise ce numéro de sécurité sociale depuis que j'ai eu mon premier emploi à 18 ans. L'employé, une femme d'âge moyen avec des yeux gentils derrière d'épaisses lunettes, a tapé autre chose. Son expression est passée de la confusion à quelque chose qui ressemblait à de la peur. Elle m'a jeté un coup d'œil, puis est revenue à son écran, puis a attrapé son téléphone avec des doigts tremblants. J'avais 32 ans, récemment licencié de la Syrie, il me restait $52. Et apparemment, je n'existais pas. Ou pire, j'existais en tant que quelqu'un qui était mort depuis presque 30 ans. Derrière moi, je pouvais sentir le fantôme de mon beau-père, Gary Dawson, l'homme qui m'avait mis à la porte il y a 15 ans. Ces mots résonnaient encore dans mon esprit comme s'ils y étaient gravés, « Tu n'es pas de mon sang. Tu ne l'as jamais été et tu ne le seras jamais. » Gary Dawson avait épousé ma mère, Carol, quand j'avais 8 ans, 2 ans après que mon vrai père, Richard Miller, soit mort dans cet accident de camion. Dès le premier jour, Gary a clairement indiqué que je n'étais qu'un fardeau qui venait avec l'affaire. Il ne m'a jamais frappé, ne m'a jamais affamé, mais chaque jour, il me rappelait que je n'appartenais pas à sa famille. Sa fille biologique, Emily, recevait de nouveaux vêtements, de nouveaux jouets, des fêtes d'anniversaire avec ses amis. J'avais des dons de friperie et le silence à table. Le matin de mes 18 ans, mes sacs étaient déjà faits devant la porte d'entrée. Gary se tenait là, les bras croisés, la satisfaction inscrite sur son visage buriné. « Tu es un homme maintenant », avait-il dit, « pas ma responsabilité. Il est temps de tracer ta propre voie. » Ma mère se tenait dans l'embrasure de la cuisine, incapable de croiser mon regard. Elle n'a pas dit un mot pendant que je ramassais ses sacs et que je sortais. Emily, qui n'avait alors que 12 ans, regardait depuis la fenêtre de sa chambre. Je me souviens encore de sa petite main appuyée contre la vitre, des larmes coulant sur son visage. Elle était la seule qui semblait se soucier de mon départ. Pendant 15 ans, j'avais construit ma vie à partir de rien, chantier de construction, entrepôt, enfin la Syrie. Je n'ai jamais demandé d'aide à personne. Je n'ai jamais accepté de charité. Je n'ai jamais regardé en arrière. Je me suis convaincu que je n'avais pas besoin de famille. Je n'avais pas besoin de l'approbation de Gary, je n'avais pas besoin de l'amour de ma mère. J'avais ma fierté et mon salaire, et c'était suffisant. Jusqu'à ce que la Syrie ferme. Jusqu'à l'accident de travail que personne ne voulait couvrir. Jusqu'à ce que les factures médicales dévorent mes économies comme de l'acide. Jusqu'à ce que je me retrouve dans ce bureau gouvernemental, ravalant ma fierté pour demander de l'aide pour la première fois de ma vie d'adulte. L'employé raccrocha son téléphone et me regarda avec une expression que je n'avais jamais vue dirigée vers moi auparavant. C'était la façon dont les gens regardent les victimes d'accidents ou les scènes de crime, ce mélange d'horreur et de pitié, et le soulagement que cela ne leur arrivait pas. « Monsieur Miller », dit-elle prudemment, comme si elle craignait que je ne m'enfuis par la porte. « Je dois vous demander de rester assis. Mon superviseur arrive. » « Que se passe-t-il » ai-je demandé, ma voix montant suffisamment pour que d'autres personnes dans la salle d'attente commencent à me fixer. Un agent de sécurité près de la sortie a changé de position, sa main se rapprochant de sa radio. « Y a-t-il un problème avec mes papiers » Elle a secoué la tête lentement. « Monsieur, le numéro de sécurité sociale que vous utilisez a été signalé par Interpol au milieu des années 90. Il appartient à un enfant qui a été déclaré décédé dans un accident de camion en 1990 avec son père. » Les lumières fluorescentes semblaient devenir plus vives, plus dures. La pièce a légèrement penché. Ou peut-être n'était-ce que moi. « Mon père est mort dans un accident de camion », ai-je dit, les mots sortant mécaniquement, automatiquement. En 1997. J'avais 6 ans. Je me souviens des funérailles. L'enfant décédé avait 3 ans, dit-elle doucement. En 1990.
Un grand homme en costume bleu marine apparut à côté de son bureau. Il regarda l'écran de l'ordinateur, puis mon visage. Il me scruta comme une énigme qu'il essayait de résoudre. Son calme professionnel se fissura un instant, et dans cette fissure, je vis quelque chose qui me terrifiait plus que la froideur de Gary n'avait jamais pu le faire, la reconnaissance. « Mon Dieu » murmura-t-il. Puis il se redressa, se tourna vers l'employé. Verrouillez son dossier immédiatement. N'appelez personne d'autre. Je dois d'abord passer un appel très précis. Il me regarda à nouveau, et quand il parla, sa voix portait le poids de quelque chose de colossal, quelque chose qui avait attendu 32 ans pour être dit. Monsieur Miller, ou qui que vous soyez vraiment, vous devez vous préparer. Tout ce que vous pensez savoir de votre vie est sur le point de changer. Je suis resté assis sur cette chaise en plastique, mes $52 dans mon portefeuille, mes mains calleuses tremblantes. Et j'ai réalisé qu'être mis à la porte à 18 ans parce que je n'étais pas du sang de Gary n'était rien comparé à la découverte que je n'étais peut-être le sang de personne. Du moins pas de qui je pensais être. L'homme qui se faisait appeler Ethan James Miller était sur le point d'apprendre que toute son existence était bâtie sur la tombe de quelqu'un d'autre. Je n'étais pas censé me retrouver ici. 32 ans, au chômage, assis dans un bureau de la mutuelle, mes 52 derniers dollars pliés dans mon portefeuille comme un secret honteux. La salle d'attente sentait le désinfectant industriel et le désespoir, rempli de personnes qui, comme moi, n'avaient plus d'options. Mais contrairement à elle, j'avais passé toute ma vie à croire que j'étais trop fier pour demander de l'aide. Mes mains racontaient mon histoire mieux que les mots. Des cicatrices des travaux de construction, des callosités de l'entrepôt, des coupures fraîches de la scierie qui m'avait licencié 6 semaines auparavant. Ces mains avaient bâti mon indépendance jour après jour, salaire après salaire, depuis que Gary Dawson m'avait montré la porte le jour de mes 18 ans. Ma mère, Carol, avait épousé Gary quand j'avais 8 ans. Avant cela, nous n'étions que nous deux, luttant pour nous en sortir après la mort de mon père, Richard Miller. Je me souviens encore du jour où elle m'a parlé de l'accident de camion, comment son semi-remorque s'était mis en portefeuille sur une autoroute glissante de Charleston en septembre 1997. J'avais 6 ans, assez âgé pour comprendre la mort, mais trop jeune pour saisir à quel point cela allait complètement remodeler mon monde. Nous allons bien nous en sortir, mon chéri, avait chuchoté Carol aux funérailles, me serrant si fort que je pouvais à peine respirer. Maman va s'occuper de tout. 2 ans plus tard, elle me présenta Gary. Il était superviseur à la compagnie d'électricité, gagnait un salaire décent, avait une maison de 4 chambres avec une piscine. Pour ma mère, il devait ressembler à un salut. Pour moi, il ressemblait à un homme comptant le coût de l'adoption du fils d'un autre homme. Gary avait une fille de son premier mariage. Emily avait 2 ans de moins que moi, jolie et menue comme une poupée de porcelaine. Dès le moment où nous avons emménagé dans la maison de Gary, les lignes étaient tracées. Emily avait des cours de danse, de nouveaux vêtements du centre commercial, des fêtes d'anniversaire à la patinoire avec toute sa classe invitée. J'avais des vêtements d'occasion de la boîte de dons de l'église et des anniversaires silencieux avec un gâteau de supermarché. L'argent ne pousse pas sur les arbres, disait Gary quand je demandais pourquoi Emily avait des choses que je n'avais pas. Il faut privilégier la famille. Le message était clair, je n'étais pas de la famille. J'étais une obligation qui venait avec ma mère. Ma grand-mère, Margaret Miller, la mère de mon père, a essayé de rester dans ma vie. Elle appelait tous les dimanches, envoyait des cartes d'anniversaire avec des billets de $20 à l'intérieur, m'invitait à passer les étés chez elle à Sarasota. Mais Gary trouvait toujours des raisons pour lesquelles je ne pouvais pas y aller. Le garçon a besoin de travailler, de se forger un caractère, disait-il à ma mère. Il ne peut pas s'enfuir chez grand-mère à chaque fois que la vie devient difficile. Alors au lieu des étés avec Margaret, je les passais à tondre les pelouses du quartier, économisant chaque dollar que je pouvais. Gary n'a jamais pris mon argent. Je lui accorde cela. Mais il s'assurait que je savais que tout ce que je mangeais, chaque nuit que je dormais sous son toit, était de la charité. Ton père aurait dû avoir une meilleure assurance vie, disait-il après quelques bières. Un homme doit subvenir aux besoins de sa famille même après sa mort. Ma mère se recroquevillait sur elle-même quand il disait des choses comme ça, devenant plus petite et plus silencieuse chaque année. Au moment où j'étais au lycée, elle était comme un fantôme dans sa propre maison, flottant entre les pièces sans faire de bruit, cuisinant des repas sans établir de contact visuel, existant sans vraiment vivre. Emily a essayé de jeter un pont entre nous. Parfois,
elle me glissait des biscuits de la fournée qu'elle et Gary avaient préparés ensemble, ou me laissait regarder la télévision dans sa chambre quand Gary monopolisait le salon. Mais elle était aussi une enfant, naviguant dans sa propre relation avec un père qui mesurait l'amour en possession et en lien de sang. Le jour de mes 18 ans tombait un vendredi. Je suis rentré de mon quart de travail au supermarché pour trouver 2 sacs de sport près de la porte d'entrée remplis de mes vêtements, de mes quelques livres et d'une enveloppe Kraft contenant mon acte de naissance et ma carte de sécurité sociale. « Tu es un homme maintenant », a annoncé Gary Dawson depuis son fauteuil inclinable, ne se donnant même pas la peine de se lever. « Il est temps de tracer ton propre chemin dans le monde. Ce n'est plus ma responsabilité. En fait, tu ne l'as jamais été, si nous sommes honnêtes. » J'ai regardé ma mère debout dans l'embrasure de la cuisine, un torchon tordu entre les mains. « Maman. » Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis s'est retournée et est rentrée dans la cuisine. C'est tout l'adieu que j'ai eu. Émilie a couru dehors alors que je chargeais mes sacs dans ma Honda Civic délabrée. Je suis tellement désolé, Ethan. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas ta faute, et M, lui ai-je dit, sincèrement. Prends soin de toi, d'accord? C'était il y a 15 ans. Depuis, j'avais travaillé à tous les emplois qui voulaient de moi, économisé chaque centime que je pouvais, et construit une vie qui n'était peut-être pas grand-chose, mais qui était entièrement la mienne. Pas d'aide, pas de charité, plus jamais de dépendance envers qui que ce soit. Jusqu'à ce que la scierie ferme. Jusqu'à l'accident de chariot élévateur qui m'a déchiré l'épaule. Jusqu'à ce que les factures médicales commencent à arriver comme une avalanche d'encre rouge. Jusqu'à ce que je me retrouve ici dans ce bureau gouvernemental, sur le point de découvrir que toute ma vie indépendante avait été construite sur les fondations de l'identité de quelqu'un d'autre. Le bureau de la mutuelle semblait rétrécir à chaque seconde qui passait. Madame Linda Ramirez, l'employée qui traitait ma demande, jetait des coups d'œil entre son écran d'ordinateur et mon visage comme si elle essayait de résoudre une équation impossible. Les bruits habituels du bureau, cliquetis de clavier, sonneries de téléphone, conversations à voix basse, semblaient s'estomper en un murmure lointain. J'ai juste besoin d'une couverture temporaire le temps de trouver du travail, répétais-je, essayant de garder ma voix stable. L'usine rouvre au printemps. J'ai un rappel prévu. Madame Ramirez hocha la tête distraitement, ses doigts bougeant sur le clavier. J'aurai besoin de votre numéro de sécurité sociale, Monsieur Miller. Je récitais les 9 chiffres que j'avais mémorisés depuis ma première demande d'emploi à 18 ans, 604 78 392. Les chiffres qui avaient défini mon existence dans toutes les bases de données gouvernementales, tous les dossiers d'emploi, toutes les déclarations de revenus que j'avais jamais déposées. Ses doigts s'arrêtèrent en plein milieu de la frappe. Elle supprima ce qu'elle avait entré et tapa à nouveau, plus lentement cette fois. Son front se plissa. Elle se pencha plus près de l'écran, puis recula soudainement comme si elle s'était brûlée. « Monsieur Miller, il semble y avoir un problème avec votre numéro de sécurité sociale. » Quel genre de problème? Mes mains agrippèrent le bord de son bureau. J'ai utilisé ce numéro pendant 15 ans. Je n'ai jamais eu de problème avant. Elle tourna légèrement son moniteur loin de moi, mais j'ai aperçu du texte rouge, des symboles d'avertissement, quelque chose qui n'était certainement pas un écran de traitement normal. Monsieur, ce numéro a été signalé par Interpol en 1994. Interpol? Le mot sortit trop fort. Plusieurs personnes dans la salle d'attente se retournèrent pour me regarder fixement. C'est la police internationale, n'est-ce pas? Pourquoi s'intéresserait-il à mon numéro de sécurité sociale? Madame Linda Ramirez décrocha son téléphone de bureau, appuyant sur des numéros avec des doigts tremblants. Il appartient à un enfant déclaré décédé en 1990. Un enfant nommé Ethan James Miller, décédé dans un accident de camion en 1990 avec son père. Le sol sembla s'incliner sous ma chaise. C'est impossible. Mon père est mort dans un accident de camion, oui. Mais c'était en 1997. Septembre 1997. J'avais 6 ans. Je me souviens des funérailles. Je me souviens de ma mère en pleurs. Je me souviens du cercueil. Monsieur, veuillez rester assis. Sa voix avait pris un ton officiel, le genre que les gens utilisent lorsque les situations échappent au protocole normal. Monsieur Marcus Cole, pouvez-vous venir à la station 3 immédiatement? Oui, c'est urgent. C'est à propos du numéro de sécurité sociale signalé.
L'agent de sécurité près de la sortie a changé de position, la main posée sur sa radio. D'autres candidats me regardaient maintenant ouvertement, certains sortant leur téléphone. Je pouvais sentir la sueur perler sur mon front, couler le long de mon dos malgré la climatisation agressive. Écoutez, s'il y a un problème avec mes papiers, je peux revenir. J'ai commencé à me lever, mais Madame Ramirez a levé la main. Monsieur, je dois vous demander de rester exactement où vous êtes. C'est une affaire sérieuse. Une minute plus tard, Marcus Cole est arrivé. Il était grand, la cinquantaine avancée, avec le genre de présence autoritaire qui vient de décennies passées à gérer la bureaucratie gouvernementale. Son costume gris était impeccable, son visage professionnellement neutre, jusqu'à ce qu'il regarde l'écran. Alors son calme a craqué. Il a fixé le moniteur, puis moi, puis à nouveau le moniteur. Il a sorti des lunettes de lecture de sa poche, s'est penché plus près. Son visage a traversé une série d'expressions, confusion, reconnaissance, puis quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Mon Dieu, a-t-il murmuré, puis plus fort, plus contrôlé, s'adressant à Madame Ramirez. Verrouillez son dossier immédiatement. N'appelez personne d'autre. Je dois d'abord passer un appel très spécifique. Monsieur Cole, que se passe-t-il? Je me suis levé malgré leurs protestations. Je n'ai rien fait de mal. J'essaie juste d'obtenir une couverture médicale. Il a étudié mon visage avec une intensité qui me mettait mal à l'aise. Monsieur Miller, est-ce le nom que vous avez toujours utilisé? Depuis la naissance, Ethan James Miller. Ma mère est Carol Miller, nom de jeune fille porteur. Mon père était Richard Miller. Et votre père est mort quand? 15 septembre 1997, autoroute de Charleston. Son camion s'est mis en portefeuille sous une tempête. Cole a écrit quelque chose, ses mouvements précis et prudents. Quel âge aviez-vous? 6 ans, presque 7. Avez-vous des souvenirs d'avant cet âge? La question m'a décontenancé. Bien sûr. Fête d'anniversaire, matin de Noël, jeu dans notre complexe d'appartements, terrain de jeu. Pourquoi? Des souvenirs précis, des détails. J'ai réfléchi attentivement. Les souvenirs étaient là, mais flous, comme si je regardais à travers une vitre givrée. Je me souviens d'une cuisine jaune. Ma mère qui chantait pendant qu'elle cuisinait. Le rire de mon père. Monsieur Miller, dit Cole lentement, choisissant chaque mot avec soin. Le numéro de sécurité sociale que vous utilisez appartenait à un enfant de 3 ans décédé en 1994. Le nom de cet enfant était Ethan James Miller. Son père était Richard Miller. Ils sont morts ensemble dans un accident de camion, mais c'était 3 ans plus tôt que ce dont vous vous souvenez, et l'enfant était 3 ans plus jeune que ce que vous avez prétendu avoir été. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Numéro inconnu. Contre mon gré, je l'ai sorti et j'ai lu le message qui allait tout changer, restez où vous êtes. Votre vraie mère vous cherche depuis 32 ans. Agent Dana Blake, division des enfants disparus du FBI. La salle d'attente a tourné. Madame Linda Ramirez disait quelque chose à propos du protocole. Cole était au téléphone, parlant d'un ton urgent et discret. L'agent de sécurité s'était rapproché, et je me tenais là, un homme de 32 ans qui venait de découvrir que toute son identité était construite sur le nom d'un enfant mort. Je me suis levé de la chaise en plastique, mes jambes instables, mais ma voix ferme. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais je n'ai rien fait de mal. Si l'utilisation de ce numéro de sécurité sociale est un crime, je n'en avais aucune connaissance. Monsieur. Cole a levé la main dans un geste apaisant. Monsieur Miller, personne ne vous accuse d'un crime. S'il vous plaît, rasseyez-vous. Nous devons comprendre ce qui se passe ici. Est-ce même votre vrai nom, a demandé Madame Ramirez doucement. Ethan James Miller. C'est le seul nom que j'ai jamais connu, ai-je dit, me laissant retomber sur la chaise. L'agent de sécurité s'était rapproché, mais Cole lui a fait signe de reculer. Parlez-moi de votre premier souvenir, dit Cole, tirant une chaise pour s'asseoir en face de moi. Pas ce qu'on vous a raconté, mais ce dont vous vous souvenez réellement. Je fermai les yeux, essayant de dépasser la panique pour penser clairement. Une cuisine jaune, des tournesols sur le papier peint, ma mère chantant You Are My Sunshine en préparant le petit déjeuner. Mais quand j'essaie de me concentrer sur les détails, ils s'échappent.
Et les amis d'enfance avant l'âge de 6 ans? J'ouvris les yeux. Je ne sais pas. Nous avons beaucoup déménagé, a dit ma mère. Après la mort de mon père, nous ne pouvions pas nous permettre de rester longtemps quelque part. Mais vous avez dit que votre père est mort quand vous aviez 6 ans. Pourquoi auriez-vous beaucoup déménagé avant cela? L'incohérence m'a frappé comme de l'eau froide. Je ne sais pas. Cela n'a pas de sens. Cole se pencha en avant. Monsieur Miller, je vais vous dire quelque chose qui sera difficile à entendre. Les schémas de vos premiers souvenirs, les incohérences, le fait que vous utilisez l'identité d'un enfant décédé. Tout pointe vers une possibilité, vous avez peut-être été enlevé étant jeune et élevé sous une fausse identité. C'est fou. Les mots sont sortis automatiquement, mais même en les prononçant, des pièces se mettaient en place, l'hostilité immédiate de Gary envers moi. La façon dont ma mère ne pouvait jamais me regarder dans les yeux en parlant de mon père, l'absence totale de photos d'avant l'âge de 7 ans. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre texto de l'agent Dana Blake, bâtiment fédéral 915 East Lincoln Avenue, 5e étage. Vos parents biologiques s'envolent de Tulsa. Ils vous cherchent depuis 1991. J'ai montré le texte à Cole. Il l'a lu et a hoché la tête. Je viens de raccrocher avec le FBI. Il suivait cette affaire. Monsieur Miller, ou qui que vous soyez, vous devez partir avec eux. Mais d'abord, je dois vous poser une question importante. La femme qui vous a élevé, Carol, où est-elle maintenant? Je ne sais pas. Après que Gary m'ait mis à la porte, j'ai coupé tout contact. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de ma demi-sœur, Emily. Maman et Gary ont divorcé il y a environ 5 ans. Maman a déménagé quelque part à l'ouest. Utah, a dit Cole, lisant sur son téléphone. Le FBI l'a déjà arrêtée. Elle vivait sous le nom de Carol Jenkins. La pièce a de nouveau penché. Elle a été arrêtée. Elle était recherchée pour enlèvement depuis 1991. Monsieur Miller, votre nom n'est pas Ethan. Le vrai Ethan James Miller est mort avec son père quand il avait 3 ans. Carol était sa mère. Après avoir perdu son fils, elle a apparemment pris un autre enfant pour le remplacer. Vous. J'ai repensé à toutes les fois où ma mère m'avait tenu un peu trop fort, m'avait regardé avec des yeux remplis de ce que j'avais cru être de l'amour, mais que je reconnaissais maintenant comme de la culpabilité ou de la peur, ou les deux. Gary savait, ai-je dit soudainement, la réalisation me frappant comme un coup physique. C'est pourquoi il me haïssait. C'est pourquoi il m'a jeté dehors dès que j'ai eu 18 ans. Il l'a découvert d'une manière ou d'une autre. Cole hocha la tête. Selon le FBI, Gary Dawson les a contactés ce matin après avoir vu la nouvelle de l'arrestation de Carol. Il a dit qu'elle lui avait tout avoué quand vous aviez 17 ans. Elle l'a supplié d'attendre que vous soyez légalement un adulte avant de faire quoi que ce soit. Il a accepté à condition que vous partiez et ne reveniez jamais. Alors, au lieu de me dire la vérité, il m'a juste jeté. La colère montait dans ma poitrine, chaude et familière. Laisse-moi passer 15 ans à croire que j'étais sans valeur, indésirable, pas de son sang, alors que le vrai problème était que j'avais été volé au sang de quelqu'un d'autre. Les agents du FBI peuvent tout expliquer, dit Cole en se levant. Ils ont des preuves ADN, des photographies, un dossier complet. Votre vrai nom est Noah Wayday. Vos parents sont Laura et Steven et de Tulsa. Vous avez été enlevé sur un parking de supermarché quand vous aviez 6 mois. Je me suis levé sur des jambes qui semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Mes parents, mes vrais parents, sont-ils vivants? Tout à fait. Ils n'ont jamais cessé de vous chercher. Votre mère dirige le centre familial et pour enfants disparus. Votre père est un mécanicien à la retraite. Vous avez un frère plus jeune nommé Aaron qui est né après votre disparition. Madame Linda Ramirez a imprimé quelque chose et me l'a tendu. C'était une photo d'un site web. Une famille debout ensemble lors de ce qui ressemblait à un événement caritatif. La femme avait mes yeux, ma teinte exacte de vert. L'homme avait ma mâchoire, ma corpulence. Le jeune homme entre eux ressemblait à quelqu'un que je pourrais voir dans le miroir dans une autre vie. Ils n'ont jamais abandonné, a dit Madame Ramirez doucement. 32 ans et ils n'ont jamais cessé de croire que vous étiez en vie. J'ai regardé la photo d'étrangers qui étaient apparemment mon sang, ma vraie famille, les gens qui m'avaient cherché pendant que j'étais élevé par une femme qui m'avait volé pour remplacer son fils mort.
Les 52 $ dans mon portefeuille n'avaient plus d'importance. La demande de mutuelle n'avait plus d'importance. Même les 15 ans de colère contre Gary n'avaient plus d'importance. Tout ce qui importait, c'est que quelque part à Tulsa, 2 personnes montaient dans un avion pour rencontrer le fils qu'elles n'avaient jamais cessé d'aimer, jamais cessé de chercher, jamais cessé de croire qu'il reviendrait à la maison. Emmenez-moi à eux, ai-je dit à Cole. Emmenez-moi au FBI. Je dois tout savoir. 2 heures plus tard, j'étais assis dans une salle de conférence du bâtiment fédéral qui sentait le café et la vieille moquette. L'agent Dana Blake, une femme d'une quarantaine d'années aux yeux gentils et aux manières efficaces, a étalé des photographies sur la table comme si elle distribuait des cartes. Chaque image révélait un autre morceau d'une vie que je n'avais jamais su exister. Votre nom est Noah Wade, a-t-elle commencé, faisant glisser la première photo vers moi, un jeune couple tenant un bébé, tous deux rayonnant devant l'appareil photo. Les yeux verts de la femme étaient identiques aux miens, jusqu'à la petite tache d'or dans l'œil gauche. Vous êtes né le 15 mars 1991, à Tulsa, Oklahoma. Vous aviez 6 mois quand vous avez été enlevé. J'ai pris la photo avec des mains tremblantes. Le bébé aurait pu être n'importe quel bébé, mais la femme qui le tenait était indéniablement liée à moi. Le même nez, le même sourire tordu, la même façon de pencher légèrement la tête quand elle était heureuse. 18 septembre 1991, a continué l'agent Blake, sortant un rapport de police. Votre mère, Laura est, chargeait des courses sur le parking d'un supermarché Valley Fresh Market. Une femme l'a abordée pour lui demander son chemin. Pendant que Laura était distraite, quelqu'un d'autre vous a pris du chariot de course. Le tout a pris moins de 30 secondes. Caméra de sécurité? C'était en 1991. Les quelques caméras qu'ils avaient étaient de mauvaise qualité. Tout ce que nous avons obtenu était une image granuleuse d'une femme vous emportant dans une camionnette. Nous savons maintenant que cette femme était Carol Porter. Elle a sorti un autre document. Le vrai fils de Carol, Ethan James Miller, est mort avec son père, Richard, dans cet accident de camion en 1990. Mais voici ce que vous ne savez pas. Ce n'était pas en septembre 1997 comme vous vous en souvenez. C'était en mars 1990, et l'enfant avait 3 ans, pas 6. Alors tous mes souvenirs d'avoir 6 ans quand mon père est mort, fabriqués? Carol vous a probablement raconté l'histoire tellement de fois que votre cerveau a créé de faux souvenirs pour correspondre. C'est plus courant que vous ne le pensez dans les cas d'enlèvement d'enfants. Les jeunes enfants acceptent ce qu'on leur dit comme la vérité et construisent leur identité autour de cela. L'agent Blake a sorti quelque chose sur sa tablette. Une femme, fin de la cinquantaine, toujours belle malgré les décennies de chagrin. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré, mais il y avait de l'espoir en eux, désespérés et lumineux. C'est Laura et aujourd'hui, votre mère. Votre vraie mère. Elle n'a jamais cessé de chercher. Jamais. Elle dirige le centre familial et pour les enfants disparus. Ils ont aidé à retrouver plus de 230 enfants disparus au cours des 30 dernières années. Votre père, Steven, a pris une retraite anticipée de son atelier de mécanique pour aider à le gérer. Votre jeune frère, Aaron, est né 3 ans après votre disparition. Il a 30 ans maintenant, travaille comme entrepreneur à Broken Arrow. Elle a balayé vers une autre photo. Un homme d'une trentaine d'années qui me ressemblait si j'avais vécu une autre vie. La même corpulence, les mêmes mains, mais ses yeux contenaient une aisance que les miens n'avaient jamais connue. Ils sont tous là, ai-je demandé. Dans ce bâtiment, dans la pièce d'à côté? Ils ont pris l'avion dès que nous avons appelé. Noah, il y a autre chose que vous devez savoir. L'agent Dana Blake a sorti un autre document. Gary Dawson a coopéré pleinement. Il nous a tout dit. Que savait-il? Quand vous aviez 17 ans, Carol s'est saoulée un soir et a tout avoué. Elle a dit à Gary que vous n'étiez pas vraiment Ethan, qu'elle vous avait pris après la mort de son fils parce qu'elle ne pouvait pas supporter le vide. Gary allait la dénoncer immédiatement, mais elle l'a supplié. Elle a dit qu'il ne vous restait qu'un an de lycée, lui a demandé de vous laisser finir, de devenir un adulte légal avant que votre monde n'explose. Alors il a accepté d'attendre, puis m'a jeté dehors à la place. Il pensait qu'il vous protégeait de la vérité. À sa manière tordue, il croyait que vous rendre indépendant était mieux que de vous laisser découvrir que toute votre vie était un mensonge alors que vous étiez encore mineur. C'est pourquoi il disait toujours que je n'étais pas de son sang. Il savait que je n'étais le sang de personne. Du moins pas de qui je pensais.
l'agent Blake secoua la tête. Elle se leva, se dirigea vers la porte. « Es-tu prêt ?» J'ai hoché la tête, bien que je me sente tout sauf prêt. La porte s'ouvrit et le temps s'arrêta. Laura se tenait là, figée dans l'embrasure. Elle était plus petite que ce à quoi je m'attendais, environ 1,65 m, mais sa présence remplissait la pièce. Sa main couvrait sa bouche et les larmes coulaient sur son visage. Derrière elle, Steven, grand et solide, agrippait l'encadrement de la porte comme s'il allait s'effondrer sans cela. « Mon garçon », murmura Laura, les mots à peine audibles. « Mon petit bébé. » Elle fit un pas en avant, puis un autre, se déplaçant comme si elle craignait que je ne disparaisse si elle allait trop vite. Quand elle m'atteignit, sa main se leva lentement, touchant mon visage, comme si elle s'assurait que j'étais réel. « Tu as le menton de ton grand-père, dit-elle, riant à travers ses larmes. Je me suis toujours demandé si tu grandirais en lui ressemblant. Steven s'avança alors, ses mouvements prudents et mesurés. Noah, dit-il, sa voix rauque d'émotion. Nous n'avons jamais abandonné. Pas un seul jour. Je ne me souviens pas de vous, dis-je, détestant le son de mes paroles mais ayant besoin d'être honnête. Je suis désolé, mais je ne me souviens d'aucun de vous. Tu avais 6 mois, dit Laura, sa main toujours sur mon visage. Nous n'attendons pas de toi que tu te souviennes. Nous voulions juste que tu reviennes à la maison. Puis elle me serra dans ses bras, et quelque chose en moi qui était gelé depuis 32 ans commença à fondre. Les bras de Steven nous entourèrent tous les deux. Et j'étais entouré de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis avant que Gary ne me jette dehors. Peut-être même jamais. Ce n'était pas seulement de l'amour. C'était un sentiment d'appartenance. Du vrai sang. Une profonde appartenance. Derrière eux, Aaron apparut dans l'embrasure de la porte, en retrait, mais observant avec des yeux qui reflétaient les miens. Mon frère. Mon vrai frère. Nous avons tant à te raconter, murmura Laura contre mon épaule. Tant de temps à rattraper. Mais d'abord, bienvenue à la maison, Noah. Bienvenue à la maison. 3 mois plus tard, je me tenais dans ce qui avait été ma chambre de bébé à Tulsa. Laura, ma vraie mère, l'avait gardée exactement telle qu'elle était le jour de ma disparition. Le berceau contenait toujours l'ours en peluche qu'elle avait acheté pour mon premier Noël. Les murs affichaient toujours la frise de l'alphabet qu'elle avait peinte elle-même pendant sa grossesse. Dans le placard pendaient de minuscules vêtements qui avaient attendu 32 ans un bébé qui n'était jamais rentré à la maison. Je ne pouvais pas la changer, a dit Laura depuis la porte. Steven a voulu le faire après 10 ans, mais je savais que tu reviendrais. Une mère sait. La maison des ne ressemblait en rien au foyer froid et divisé de Gary. Des photos de famille couvraient toutes les surfaces, y compris des dizaines de photos de progression d'âge de ce à quoi je pourrais ressembler à 5, 10, 15, 20 ans. Ils avaient fêté mon anniversaire chaque année avec un gâteau et une chaise vide. Aaron m'a dit qu'il avait grandi en parlant à son frère disparu, partageant ses secrets avec ma photo, promettant de m'apprendre à faire du vélo quand je rentrerais à la maison. La vérité sur Carole avait été plus difficile à digérer. Elle avait été condamnée à 15 ans de prison pour enlèvement. Lors de ses aveux, elle s'est effondrée complètement, décrivant comment elle avait perdu la tête après la mort de son fils. Elle était dans ce même supermarché, m'a vu seule dans le chariot pendant un court instant, et a pris une décision qui a détruit de nombreuses vies. Elle avait utilisé l'identité de son fils mort pour moi, a déménagé constamment pendant les premières années pour éviter d'être détectée, et a finalement cru son propre mensonge si complètement qu'elle a presque oublié que je n'étais pas vraiment Ethan. Gary a obtenu une probation pour ne pas avoir signalé le crime lorsqu'il en a eu connaissance. Emily m'a contacté après avoir vu la couverture médiatique. Je me suis toujours demandé pourquoi papa te haïssait tant, a-t-elle dit lorsque nous nous sommes rencontrés pour prendre un café. Maintenant je comprends. Il avait peur que la vérité éclate, peur que maman aille en prison, peur de tout perdre. Il a choisi la voie de la lâcheté. Nous construisons maintenant quelque chose qui ressemble à une relation fraternelle. Bien que ce soit compliqué par le fait que sa mère m'a volé à la mienne. La famille ne m'a pas seulement donné une famille. Elle m'a donné un but. Le centre familial et pour enfants disparus que Laura a fondé était sa façon de canaliser son chagrin en action. Maintenant, j'y travaille aussi, utilisant mon histoire pour donner de l'espoir à d'autres familles. Nous avons retrouvé 15 enfants disparus au cours de la dernière année. Chaque réunion guérit quelque chose chez Laura et chez moi aussi.
Aaron et moi travaillons maintenant ensemble dans la construction. Il possède une entreprise de sous-traitance et m'a immédiatement intégré comme associé. 30 ans, c'est long pour être un enfant unique, a-t-il dit le premier jour. J'ai beaucoup de trucs de frère en réserve. Il ne plaisantait pas. Week-end de pêche, il m'apprend à restaurer des voitures avec Steven, dîner de famille où personne ne compte qui est de quel sang, car nous le sommes tous. Ma grand-mère, Margaret Miller, qui se croyait ma grand-mère biologique toutes ces années, m'appelle toujours son petit-fils. Quand elle a appris la vérité, elle est allée directement à Tulsa. Je me fiche de ce que dit l'ADN, a-t-elle dit à la famille. J'ai aimé ce garçon pendant 27 ans. Ça fait aussi de lui le mien. La famille l'a accueilli sans hésitation. Maintenant, j'ai plus de grand-mère que je ne sais quoi en faire. Les $52 que j'avais dans mon portefeuille ce jour-là au bureau de la mutuelle sont encadrés sur mon bureau à la fondation. Cela me rappelle que le fond du gouffre peut parfois être un tremplin. La blessure à la Syrie qui m'a forcé à demander de l'aide? L'argent du règlement a été directement versé à la fondation. Nous l'avons utilisé pour améliorer notre logiciel de progression d'âge et embaucher un enquêteur à plein temps. Mais la plus grande révélation est venue de l'étude de mon dossier. Le supermarché où j'ai été enlevé avait été enquêté 3 fois. Chaque fois, ils étaient à une interview de retrouver Carole. Un client l'a vu mais n'a pas jugé cela assez important pour le signaler. Un agent de sécurité a remarqué la camionnette mais n'a pas noté la plaque d'immatriculation. Une personne aurait pu tout changer mais ne l'a pas fait. Maintenant, quand je prends la parole lors des événements de la fondation, je dis aux gens ceci, si vous voyez quelque chose, dites quelque chose. Ce sentiment au fond de vous que quelque chose ne va pas, faites-lui confiance. Vous pourriez être la seule personne qui ramène quelqu'un à la maison. J'ai passé 32 ans en tant qu'Ethan James Miller, vivant comme le fantôme d'un garçon mort en 1990. J'ai été mis à la porte à 18 ans par un homme qui a dit que je n'étais pas de son sang, ne sachant pas que j'étais le sang de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'a jamais cessé de chercher, jamais cessé d'espérer, jamais cessé de m'aimer. Parfois, les pires moments de nos vies ne sont en réalité que des portes vers ce que nous sommes censés être. Ce numéro de sécurité sociale brisé n'a pas seulement révélé mon passé. Il m'a donné un avenir, une vraie famille, un but, une vérité qui vaut plus que n'importe quel mensonge, peu importe le temps que je l'ai vécu. Le garçon à qui on a dit qu'il n'était le sang de personne a découvert qu'il était le tout de quelqu'un, et que quelqu'un avait attendu 32 ans pour prononcer un seul mot, bienvenue. Chaque histoire de perte peut devenir une histoire de retrouvailles. Chaque mensonge que nous vivons laisse des miettes de pain vers la vérité. Parfois, il suffit d'une employée du gouvernement, d'un numéro signalé, et du courage de suivre ces miettes de pain jusqu'à la maison. J'étais Noah et depuis le début. J'ai juste dû tout perdre en tant qu'Ethan James Miller pour le trouver. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous avec vos pensées et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'incroyables histoires vraies de familles réunies contre des obstacles impossibles. N'oubliez pas, quelqu'un là-bas pourrait vous chercher.